Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique. Allez, on est de retour donc dans la quatrième et dernière partie du podcast Le 11 de Nîmes avec un invité exceptionnel, Reda Hammaj, directeur sportif du Nîmes Olympique. Je réitère encore une fois mes remerciements et nos remerciements pour cette présence qui est déjà d'1h37. On va certainement battre le record de Rania Assaf, donc on vous en remercie. On enchaîne donc ce qu'on disait avec vous, votre parcours, votre vision du poste de directeur sportif. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est un volet qui est moins axé sur le sportif, mais qui est tout autant important dans les critères d'un bon directeur sportif, c'est la gestion médiatique, qui a été reprochée par certains, parce que peut-être aussi à Nîmes, nous avons été, je ne vais pas dire mal habitués, mais habitués différemment avec Laurent Boissier, qui prenait souvent la place de Rania Assaf. Vous avez été exprimé, alors je ne sais plus dans quel média, mais une fois vous avez dit, il me semble, qu'on ne connaît pas le nom du président de Manchester United ni celui de Wolfsburg. C'est une mentalité très française que d'avoir beaucoup de paroles publiques. Tout à l'heure, on parlait de cette parole publique. Vous disiez, j'ai pas besoin de commenter sur l'affaire Philippe Otto et tout. Moi, juste, comment vous envisagez cette gestion médiatique au grand public ? C'est vrai qu'on vous entend pas beaucoup. C'est vrai que Rania Assaf, on n'entend pas beaucoup. Il y a une certaine distance avec le club. Comment vous envisagez cette fonction médiatique au niveau du grand public, tout simplement? Déjà, je pars d'un principe qui est très simple, c'est que je dirais l'espace médiatique doit avant tout, à mon sens, être je dirais, utilisé par les acteurs principaux des matchs, à savoir les joueurs et le coach. C'est quand on s'adresse, quand on s'exprime publiquement, on s'adresse principalement aux supporters. Et avant toute chose, les supporters ont surtout envie envie d'entendre les joueurs et le coach, puisque ce sont eux qui représentent le club toutes les semaines. Moi, à mon niveau, je dirais, l'espace médiatique, je me dois d'y être présent, mais plutôt pour parler de sujets plus généraux, plus transversaux, comme le projet du club, ma vision, la méthodologie dans certains domaines. On a parlé du scouting, ça peut être dans d'autres secteurs de travail. Et je pense également qu'il est important de ne pas trop s'exprimer, notamment sur ces sujets-là, puisque il y a le risque d'être un peu trop rébarbatif. Et du coup, ça n'a pas d'intérêt pour l'auditeur ou le lecteur ou le supporter. Et justement, ce qui a pu vous être reproché, c'est sur cette première partie de saison. Alors, vous avez été critiqué, encore une fois, par une minorité qui disait on nous a pas entendu pour défendre l'entraîneur. Alors, bon, il faut dire aussi une chose, peut-être que l'entraîneur était à un moment contesté, mais je pense que ça n'a pas été tout le temps le cas, ou du moins jusqu'à décembre, janvier. Je pense que vous n'avez jamais lâché réellement Jérôme Arpinon. Vous estimez donc que c'est pas important, par exemple, de prendre position publiquement, alors qu'on peut laisser dire que le coach est en danger ou pas. Et certains vous ont reproché que on laissait un petit peu Jérôme Arpinon seul dans la jungle, et que aucune haute parole crédible, j'ai envie de dire, du club, ni le président, ça on en a plus l'habitude, et ni le directeur sportif ne prennent position là-dedans. Pour vous, c'est le même positionnement. Vous regrettez pas, par exemple, de ne pas avoir pris peut-être plus position à un moment pour Jérôme Arpinon? Par expérience, ce que j'ai pu constater dans les différents clubs où des situations similaires avaient lieu, c'est que quoi qu'on dise, au final, quoi qu'on fasse, c'était interprété d'une manière ou d'une autre. Parfois, quand un président ou un directeur sportif s'exprimait à la défaveur du coach, pour exprimer, on va dire, des désaccords avec le coach,
ben tout de suite c'était interprété comme il y a le feu dans la maison. Et puis à l'inverse, quand parfois certains dirigeants s'exprimaient pour afficher un soutien public envers le coach, très rapidement on disait bon s'il a communiqué, il a dit ça veut dire que le coach il va être viré la semaine prochaine, quoi. Donc pour vous il y a pas d'intérêt, quoi, parce que dans tous les cas ce sera interprété. En fait moi mon soutien je le donne avant toute chose aux personnes concernées en interne. Donc moi quand j'ai besoin de soutenir ou de dire les choses au coach, je le fais directement auprès du coach. Pas besoin de micro. Et pas besoin de micro et je fais exactement la même chose avec les joueurs. Quand j'ai besoin de leur dire des choses en groupe ou en petit groupe ou en individuel, je le fais avec beaucoup de transparence, d'honnêteté et de clarté. Et j'ai pas besoin de m'exprimer publiquement pour faire passer des messages, quoi, clairement. Mais justement, après je laisserai peut-être la parole à Morgane et Merlin, mais alors toujours dans cette gestion pas médiatique, mais là plutôt on va vers le management. Vous disiez tout à l'heure que vous avez peut-être cette âme de leader. Le management, vous l'avez connu assez tôt. Ce qui différencie quand même la fonction de scout avec la fonction de directeur sportif, c'est justement la gestion des âmes qui avait manqué par exemple à Bernard Blacquart, qui sentait esselé. On avait reçu ici Christian Perdrier, qui était l'ancien président du Nîmes Olympique, qui nous expliquait que justement ce qui manquait peut-être à la présidence de Rania Saf, c'est un moment d'avoir un Bernard Blacquart soutenu. Et comme on le disait tout à l'heure, vous êtes arrivé, vous l'avez un petit peu reboosté. Et dans les faits, il y a eu 2 mois de résultats assez positifs il y a 1 an. Est-ce que vous pensez avoir passé un cap par rapport à votre arrivée sur ce point de vue-là? Pour avoir quelques retours en interne, voilà, la prise de position qui s'est passée au mois de janvier a été grandement appréciée. On avait un moment certains doutes en interne sur le fait de passer le cap. Est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir enfin réussi cette transition par rapport à votre arrivée, puisqu'on rappelle que c'est la première fois que vous êtes directeur sportif dans un club, c'est tout nouveau pour vous. Est-ce que vous pensez avoir évolué de ce point de vue-là? Je dirais que la différence, elle est plutôt au niveau des attentes, en fait, puisque j'ai, même sur mes expériences de scout, très souvent j'étais scout, mais j'étais également responsable du recrutement, ou alors j'étais responsable d'une autre fonction qui nécessitait justement du management derrière. Donc le fait de manager des hommes, ça n'a jamais été un problème. Maintenant, est-ce que j'ai évolué? Oui, très certainement, oui, je l'espère, puisque je pars du principe qu'on en apprend tous les jours. Et que forcément, dans une fonction où les attentes sont beaucoup plus importantes, forcément mes prises de position sont plus attendues sur certains sujets. Et oui, en tout cas, j'espère avoir évolué sur ce volet-là. Merlin, je te laisse. Toujours sur cette question de prendre la parole, vous avez pris la parole une fois cette saison et vous l'avez très certainement regretté. C'était lors de Nîmes PSG, de la 7e journée en octobre dernier. Vous avez donc pris à partie, vous avez connu une altercation avec Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre, dans les couloirs, et vous avez ensuite été suspendu pendant 3 mois ferme et 2 mois avec sursis de toute fonction officielle. Sur le terrain, je crois. Sur le terrain, vous n'avez pas le droit de venir avec cette altercation. Feuille de match, présence sur la feuille de match, présence dans le vestiaire des arbitres. Ouais. Et là, c'est donc du off. Vous pensez que c'est votre rôle là, par contre, d'aller à la rencontre des arbitres quand quelque chose ne vous déplaît ou... Juste, on voudrait savoir un petit peu ce qui s'est passé quand même sur ce Nîmes PSG d'octobre 2020. Je vais juste citer le rapport de l'arbitre. Je suis désolé, ça va pas être votre avantage. En rentrant au vestiaire, juste devant la porte, j'ai constaté qu'un homme était en train de menacer ostensiblement le 4e arbitre, Monsieur Varela, qui entendait notre tour. Ce monsieur, dont nous ne connaissions pas l'identité à cet instant, avait une attitude agressive envers Monsieur Varela. Ce monsieur criait à quelques centimètres du visage de Monsieur Varela, qui plus est en abaissant son masque, allant à l'encontre des mesures barrières imposées actuellement.
Son attitude était clairement belliqueuse et menaçante, et le délégué de la rencontre nous a confirmé l'identité de cette personne, à savoir Monsieur Reda Amash, s'étant désigné comme directeur sportif du club de Nîmes. On n'a pas eu plus de retours sur ce qui s'était passé. Ouais. Comment, rapidement, ça... Il y a plusieurs sujets dans le sujet. Alors, déjà, vous pouvez me redonner le nom de la personne? Alors, c'est Monsieur Turpin, c'est Clément Turpin. Oui, l'assistant. Monsieur Varela. D'accord, c'est bon, vous avez tout dit. Et je pense qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a une semaine, je crois, où des faits similaires se sont produits. C'est assez rare qu'on vous voit ici. Non, en fait, je dirais la genèse de ma prise de position, c'était justement de défendre Jérôme Arpinon en fait sur le match contre le PSG. Monsieur Varela a passé toute la première mi-temps à incendier Jérôme Arpinon. Très clairement, les épaules, les bras et la tête de Monsieur Varela étaient très clairement tournés vers le banc de touche de droite tout au long de la première mi-temps. Et il a eu des mots très très durs à l'encontre de Jérôme Arpinon. Et Jérôme s'est énormément contenu. Et ça m'a mis en colère. Donc, je suis allé le voir à la mi-temps pour discuter. Et je n'ai que discuté avec lui. Sauf qu'après, malheureusement, son rapport. J'ai, à ma grande surprise, découvert le rapport. Et est-ce qu'on est encore plus en colère de voir un rapport déjà et ensuite ce monsieur, alors que si vous aviez été Leonardo ou Juninho... Sur le rapport que vous évoquez, il y a 95% de mensonges et 5% de vérité. Les 5% de vérité, c'était que oui, en effet, pendant que je parlais, mon masque tombait et que je le remettais à chaque fois. Mais après, tout le reste, c'est que du mensonge. Mais voilà. Je voulais juste savoir ce qui s'était passé entre vous. On n'a pas eu de retour depuis. Puis c'était bien d'avoir votre non, mais là, pareil, vous n'avez pas pris position. Au final, on n'a pas su. C'est la première fois. Non, parce que je pense que voilà, ça n'a pas spécialement plus d'intérêt, plus d'intérêt que ça. Mais ça m'a quand même marqué. Ouais. Parce que. C'est une sanction forte, quand même. C'est pas la sanction. La sanction, honnêtement, elle m'importe peu. Ce qui m'importe vraiment, c'est d'avoir été victime d'une injustice. Et le club n'a pas fait appel. Non. Puis il y avait pas lieu, il y avait pas d'intérêt de faire plus de bruit que ça parce que très clairement, ça m'empêchait pas de faire mon travail. De toute façon, le banc de touche, j'y suis jamais. Le vestiaire des arbitres, j'y vais jamais. Et puis je suis pas du genre à aller voir les arbitres à la mi-temps d'un match ou à la fin d'un match pour contester les décisions arbitrales. C'est ça qui nous avait étonné. Non, jamais. Justement, c'est très rare. Non. Morgane, je te laisse la parole. Alors moi, j'avais une question vraiment sur un tout autre thème. C'est quelque chose d'assez... sur l'extrait sportif. Vous avez déclaré en 2019, à votre arrivée, qu'il y avait plusieurs axes à développer au niveau olympique. Donc tout à l'heure, on a parlé par exemple de la mise en place de la cellule de recrutement. Et j'aimerais savoir, vous parliez aussi d'une cellule, entre guillemets, de soutien qui serait là pour donner des cours de langue, permettre aux joueurs de trouver plus facilement un logement. Du coup, est-ce qu'en un an et demi, vous avez réussi à la mettre en place? Et si oui, est-ce que vous avez l'impression que ça a permis de professionnaliser le club? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans pratiquement tous les clubs de Ligue 1 maintenant. Oui, alors on n'en est pas arrivé au stade d'avoir une cellule à proprement dite, puisqu'une cellule sous-entend plusieurs personnes. Mais par contre, oui, j'ai souhaité avoir une personne à mes côtés, donc un coordinateur sportif qui me soutient sur énormément de sujets de mon quotidien. Et parmi ses missions, justement, il a à charge d'être soucieux de l'intégration des nouveaux arrivants, mais pas que, puisque ça, je dirais, son intervention a eu des bienfaits également au niveau du groupe, puisqu'on a également vu des joueurs du groupe qui n'étaient pas forcément nouveaux, qui, dans le cadre d'une volonté de changer de logement, ont fait appel justement à mon coordinateur sportif pour pouvoir être accompagné dans la démarche. Oui, en effet, les cours de langue, c'est un axe très très important pour nous. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai envoyé Andrés Cubas en conférence de presse la semaine dernière sans traducteur. C'est vrai, il a fait sa première en français là. Voilà. Et je lui ai dit, alors il était un peu hésitant, mais je lui ai dit, écoute Andrés, tu vas te débrouiller, ça va le faire. T'arrives à parler un peu en français avec nous, donc il y a pas de raison, ça l'a fait. Un garçon comme Nicolas Eliasson aujourd'hui, il commence à bien parler le français. Déjà, ils le comprennent tous. Déjà, c'est déjà très bien. Même un garçon, gros problème les années précédentes. Même un garçon comme Weda aujourd'hui, il comprend bien le français. Alors, il a un peu plus de difficulté à le parler, mais par contre, tous les mots clés en français sur le terrain, il les a. Et voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et oui, à l'avenir, j'aimerais également aller un peu plus loin dans la démarche, bien sûr. C'est vrai que c'est important aussi pour le développement, l'épanouissement des joueurs. Le rôle d'un directeur sportif, c'est pas forcément que du sportif, c'est aussi d'aller s'occuper de l'intégration, de la nourriture aussi au quotidien, la nutrition, le temps de sommeil. Ça, c'est quelque chose que vous gérez vous-même, ou bien c'est quelque chose que vous laissez, que chaque joueur a la liberté de gérer? C'est un sujet qu'on évoque beaucoup en ce moment. Alors, en ce moment, on a une stagiaire qui nous a rejoint pour travailler sur tous les sujets autour de la nutrition, de la diététique, etc. On a également le partenariat avec Bastine Médical, qui va nous permettre de développer certains axes de travail également sur la nutrition, mais également sur le sommeil. Il fonctionne déjà ce partenariat, parce qu'on en parlait en début de saison, mais on n'a pas eu plus d'infos. Le partenariat fonctionne. Je veux dire dans pas le sponsoring. Les résultats. Au quotidien pour l'équipe. Non, alors justement, on est en plein dedans. On a déjà fait quelques réunions. On a déjà abordé quelques réunions de travail, mais on en est qu'au début. On en est vraiment qu'au début. Et après, sur ce sujet-là, comme sur plein d'autres sujets. Je prends l'exemple, par exemple, l'été dernier, on avait commencé, et c'était vraiment une forte volonté de ma part, c'était de pouvoir mettre en place les petits déjeuners et les déjeuners de manière quasi quotidienne au club. C'est quelque chose qu'on avait commencé à faire, et malheureusement, avec le Covid, du fait de la situation sanitaire, c'est quelque chose qu'on a dû mettre en stand-by. Donc c'est un sujet parmi tant d'autres qui ont dû malheureusement être mis en stand-by du fait de la situation sanitaire. Justement, on parlait en off de tous ces petits aspects. Moi, j'ai souvent quand on écoute les joueurs français qui partent à l'étranger, on a l'impression qu'ils passent totalement de mode de vie. Genre, j'ai souvenir de Benjamin Mendy, je l'ai vu récemment, il disait dans une interview, mais ici, Manchester City, c'est le FBI dans le frigo, quoi. Enfin, on est suivi de A à Z. On a l'impression qu'en France, par exemple, on est beaucoup moins attaché à ça. Je me souviens à la Juventus d'avoir lu des reportages où on disait à la Juventus, on demandait si le joueur avait une femme ou pas pour savoir si dans sa vie tout allait bien. Est-ce que ça, à terme, c'est vraiment quelque chose qui vous tient énormément pas de tout contrôler parce qu'il faut un espace de liberté, mais de faire de Nîmes un vrai club professionnel avec une exigence, oui, sur le recrutement, le scouting, la vente, la formation, mais aussi sur le suivi des pros et notamment le suivi du sommeil, la diététique, tout ça. C'est vraiment quelque chose pour lequel vous pensez vraiment... Ouais, c'est pas prioritaire peut-être. Non, enfin j'ai envie de dire tout est prioritaire, mais on est obligé aussi d'avancer au fur et à mesure de nos ressources. Mais oui, c'est moi en fait tous les sujets qui a trait à la performance sont des sujets qui m'intéressent et je m'interdis rien. Après. Ça veut pas dire que j'arriverai à tout faire, mais sans trahir de secret, on part de tellement loin que là, on a encore beaucoup d'années devant nous pour pouvoir arriver à un fonctionnement optimal. Est-ce que Morgane ou Merlin, on a des tas de questions, mais vous voulez pas les poser des tas de questions. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Tu prends du plaisir. Oui, toujours, mais j'aimerais bien jouer en équipe avec vous et je sais que vous avez des très bonnes questions à chaque fois. Moi, j'en aurais une. C'est par rapport à votre arrivée à Nîmes. C'est une arrivée qui s'est faite un petit peu en catimini. On l'a annoncé du jour au lendemain. On l'avait pas vraiment prévu. Quand vous êtes arrivé, personne vous connaissait du grand public. On a appris à vous connaître et avec grand plaisir. Moi, ma question serait de savoir, alors, comment s'est faite cette arrivée avec Rania Saf. On parle d'amis communs, notamment au PSG. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est des fausses infos. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment il est arrivé à vous convaincre et surtout,
quelle mission principale il vous a donné. Quand il était venu ici, il était à votre place, il nous a parlé d'une méthode de trading qui ressemble un petit peu à ce que fait Lille aussi. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce soit le cas réellement au Nîmes Olympique. On n'a pas l'impression qu'il y ait des prêts de joueurs totalement inconnus. Quelle a été, d'une part, qu'est-ce qui vous a convaincu? Et deuxièmement, quelle était sa demande? On sait qu'on passe d'un système totalement différent de vous par rapport à ce qui se faisait avant et que c'était clairement sa demande d'avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel. Voilà, qu'est-ce qui vous a convaincu? Et puis surtout, qu'est-ce qui vous a demandé prioritairement au-delà du trading qui est un secret pour personne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je connaissais le club du Nîmes Olympique comme tout suiveur du foot français, mais le poulet d'or. Voilà, je le connaissais pas plus en profondeur que ça. Je savais pas comment le club travaillait, comment le club fonctionnait, etc. Et alors vous avez parlé d'un ami en commun, tout à fait, mais bien avant que les discussions avec Rani Assaf interviennent, j'étais tombé un jour sur... en fait, j'ai toujours été stupéfait qu'en France, on n'avait que 2 clubs qui étaient propriétaires de leur stade, l'Olympique Lyonnais et l'AJ Auxerre. C'est-à-dire... Et les 2 clubs d'Ajaccio quand même. Mais voilà, oui, ouais, exactement. Des stades... Ne dis pas qu'ils sont pas en France. Ouais, non, je dis c'est des petits stades. Et ça m'a interpellé, mais ce qui m'a interpellé, c'est également le fait qu'on a eu beaucoup de nouveaux stades en France, mais personne n'a eu l'idée, je vais même pas dire la brillante idée, l'idée logique de faire en sorte que les stades soient la propriété des clubs. Et je suis tombé sur un article du projet du stade du Nîmes Olympique, et je me suis dit en fait, il se passe quelque chose là-bas. Il est en train de se passer quelque chose. Et là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au club, au fonctionnement. Puis j'ai découvert qui était Rani Assaf. Et le fait que ce soit une personne qui ne soit pas issue forcément du milieu du foot, ça aussi, ça me plaisait. Et après, quand les discussions ont eu lieu... Donc là, c'est vous qui êtes allé toquer à la porte de... Non, ça s'est fait naturellement par le biais d'amis en commun, et c'est ce qui est encore plus, je dirais, intéressant. C'est quand ça se fait naturellement, en fait. Parce que des opportunités, j'en ai eu d'autres. Hein. J'ai eu des opportunités de pouvoir travailler dans des très grands clubs européens, à des postes pour le coup avec moins de prérogatives, des postes plus de l'ombre. Mais j'ai pas franchi le pas parce que j'étais heureux à Lille, ça se passait très très bien. Et là, j'ai franchi le pas à Nîmes parce que je me suis dit, il se passe quelque chose, il y a quelque chose à faire et quelque chose à construire, quoi. Ouais, c'est un vrai choix, quoi. C'est de venir, c'est pas un choix par défaut. Voilà, c'est vrai que c'est une première expérience pour vous en tant que directeur sportif. Vous êtes seul, c'est un rôle hyper important dans un club de football qui est presque autant important que celui d'un président ou d'un entraîneur. Et donc, voilà, et clairement, ce que vous dites, c'est que c'est un choix qui, par défaut, vraiment, c'est... l'idée il y a une rencontre aussi avec un homme, une vision qui colle aussi. Avec vous, il n'a pas eu une demande particulière au-delà du trading. C'est juste à coller entre vous et. Oui, alors c'est sûr que un des socles de nos discussions était forcément le recrutement, la méthodologie de recrutement. Mais forcément, quand de fait, on aborde également plein d'autres sujets. Et on avait des désaccords aussi, hein, forcément, mais c'est pas des désaccords qui nous empêchaient d'enclencher cette collaboration. Messieurs, dames, est-ce que vous avez quelques questions? Toujours pas, on me laisse tout seul, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait enchaîner? Non, mais on va essayer on est à 2 heures d'émission, on va essayer de terminer par 3-4 questions. La question qu'on peut pas squeezer, je sais que c'est pas facile d'en parler parce que forcément c'était un aveu d'échec pour le club. Voilà, c'est le départ de Jérôme Arpinon. Alors, sans rentrer dans les détails parce que ça n'a, comme vous le disiez, aucun intérêt pour le club, tout simplement. Comment est-ce que Rani Assaf, qui est quand même un président qui est plutôt réputé pour faire confiance sur du long terme, le choix de Jérôme Arpinon, c'était le vôtre et celui de Rani Assaf? Oui, clairement. Clairement. Et on peut le dire aussi aujourd'hui, hein, c'était une vraie volonté, avec une volonté commune du club. Comment ça a été vécu, cet aveu d'échec par
par vous et par Annie Assaf. Comment vous l'avez expliqué tout simplement, comment vous l'avez vécu? Je sais que encore une fois, c'est pas facile et sans rentrer dans trop de détails, mais à quel moment peut-être vous êtes dit, bon, on va peut-être essayer quelque chose parce que c'est peut-être un petit peu compliqué, même si c'était plutôt bien parti d'ailleurs. C'est le gros échec depuis votre arrivée avec celui de Rani Assaf. Déjà, on l'a pas forcément bien vécu parce que forcément, si on en arrive à cette situation, c'est que les résultats ne sont pas bons et forcément, les résultats rythment la vie et l'avenir du club. Donc oui, à un moment donné, je dirais la situation nous imposait des changements. Mais après, ça a été difficile aussi parce qu'il y avait une relation de proximité avec Jérôme. Il y avait de réelles affinités et il y avait une véritable envie de réussir avec lui. Je percevais dans le quotidien son amour pour le club et j'aurais vécu un peu comme une fierté d'avoir rendu un homme heureux de réussir dans sa ville et de réussir quelque chose qui l'attendait depuis tant de temps. Voilà, malheureusement ça s'est pas passé ainsi et évidemment qu'on se doit tous de partager cet échec. Oui, parce qu'il n'est pas celui que de Jérôme Arpinon, évidemment. Le but n'est pas de le blâmer parce que c'est un choix que vous avez voulu entièrement, réfléchi, mûri. Ah oui, clairement. Ouais, aujourd'hui, moi, je veux dire, Jérôme a montré à travers son parcours qu'il a quand même énormément. Il a franchi les étapes, quoi. Il a franchi les étapes. Il est parti de rien. Il a passé des diplômes qui sont très difficiles à obtenir. Il a même fini major de promotion au diplôme d'entraîneur professionnel. C'est pas rien tout ça. Donc voilà, moi je m'appuyais là-dessus, je m'appuyais sur ce que j'avais pu voir de lui également sur les mois de collaboration avec Bernard Blacard. Donc oui, j'avais un véritable espoir que ça puisse bien fonctionner et forcément il y a une déception également de ce point de vue-là. Toujours pas de question. Si, vas-y, je t'écoute. Petite question. On va sortir du cadre de Jérôme Arpinon. Moi, une question qui me trotte souvent dans la tête quand je vois le mercato de Nîmes. On voit que les joueurs étrangers mettent souvent du temps à arriver. Est-ce que c'est des formalités administratives que le club n'arrive pas encore pour le moment parce qu'il est encore pas habitué à ce genre de manœuvre à réaliser, ou est-ce que est-ce que c'est monnaie courante et qu'en fait on s'en rend pas compte dans les grands clubs parce que peut-être quand on nous annonce l'arrivée d'un joueur tout est déjà bouclé ou des choses comme ça? Alors paradoxalement, en réalité, les délais sont courts. C'est-à-dire que normalement, pour obtenir toutes les autorisations nécessaires, normalement, les délais sont beaucoup plus longs. Vraiment beaucoup plus longs. On arrive à avoir le soutien de différentes institutions. On est plutôt bien aidé par les institutions françaises, mais parfois, on est également tributaire des institutions étrangères. Et en étant un club plus prestigieux, on pourrait imaginer que ça irait plus vite? Je pense, oui, mais pas beaucoup plus vite. Voilà, moi je tiens à saluer, à remercier le travail des personnes qui œuvrent, que ce soit au club, mais également dans les différentes institutions avec qui on est en contact sur ces dossiers-là, justement pour saluer, je dirais, la réactivité. Après, parfois, des fois, on est tributaire d'une situation qui est différente. Genre, si je prends l'exemple de Ueda, le dernier en date, tout se passait bien, mais à un moment donné, dans la chaîne,
eh ben, il y a une personne qui ne faisait plus partie de la chaîne et parce qu'elle avait quitté l'institution en question, le service en question. On a perdu une bonne dizaine de jours uniquement parce que cette personne-là n'a pas été remplacée dans le service immédiatement. Et ça, vraiment, on y est pour rien, quoi. C'est parce que dans le sens inverse, par exemple, Denke, qui est donc d'origine aussi extra-communautaire, qui part dans un club, le même club que Ueda. Donc, est-ce que le processus a été en apparence beaucoup plus rapide pour son arrivée à lui du côté du cercle de Bruges? Non, parce que Kevin Denke a un passeport français. Eh oui. Ouais. Ok. Même Togo, je pense que puisqu'il est africain, et même les accords de. Alors c'est pas forcément en lien avec le fait d'être extra-communautaire ou pas. Mais en Togo avec la Belgique, je sais pas si. Non. C'est comme pour la France, non? Non. Moi, je pas de ce point de vue-là. Dans la comptabilisation des quotas de joueurs extra-communautaires ou pas. Oui. Mais pour l'obtention des permis de travail, non. C'est le fait d'être. En fait, ce qui nous permet d'obtenir les autorisations nécessaires très rapidement, c'est quand c'est un joueur qui fait partie de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Je savais pas du tout qu'il y avait le passeport français. Je pensais qu'il dès qu'on sort du cadre de l'Union européenne, là les procédures sont plus longues et je vous dis c'est très aléatoire. Par exemple, on a des joueurs qui n'ont pas besoin de retourner au pays pour finaliser leur papier. À l'inverse, un Moussa Koné, il a dû retourner au Sénégal. On se souvient que ça a été assez long. On a la poisse anime sur ces dossiers, on a l'impression à chaque fois, mais non. Peut-être c'est la conjoncture qui est comme ça, pas de chance. Ouais. Il y a un peu de tout. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. C'est ma dernière question avant de parler avenir et puis de terminer ce podcast. Tout à l'heure, on parlait vous disiez, j'aurais aimé que Jérôme Arpineau réussisse justement parce qu'il est nîmois, parce qu'il aime sa ville, son club. Aujourd'hui, dans les postes clés, président, directeur sportif, entraîneur adjoint Richard Goyer est d'ici. Il y a plus de réel nîmois, de ce que moi j'aime appeler le microcosme nîmois, dont faisait partie Laurent Boissier et Jérôme Arpinon, quoi qu'on en dise. Vous, dans votre... j'ai noté dans Objectif Gare, vous avez demandé plusieurs mots pour vous décrire. Vous disiez professionnalisme, exigence, honnêteté et humilité. Moi, ma question, c'était comment on arrive à rester justement avec ces 4 mots, on arrive à garder cette ligne de conduite dans le football avec tous les intérêts qu'il y a personnels, les intérêts qu'on peut aussi détourner pour soi-même en tant que directeur sportif, qui est un poste quand même à pouvoir dans le football, qui peut des fois un petit peu vriller. Comment on arrive à... Est-ce que, par exemple, à Strasbourg, je sais que ça se faisait, ou je sais pas si ça se fait encore, Strasbourg met une liste noire d'agents à bannir. Est-ce que vous, par exemple, à Marseille aussi, Jacques-Henri Hérault disait faire ça, c'était peut-être plus une action de communication qu'autre chose, mais est-ce que vous êtes vraiment imposé une éthique, une sorte de charte à votre arrivée? Et est-ce que ça a justement été demandé par Rani Assaf ou pas du tout? Comment on reste justement hyper concentré, focus dans ce que vous dites, votre territoire, votre maillage du territoire, et juste pour l'institution, travailler juste pour l'institution et pas ses intérêts personnels? Comment on arrive à garder ce cap? Et puis est-ce que vous avez imposé dès votre arrivée des cadres, des limites qui n'existaient pas auparavant? Juste après de vous laisser la parole, ce qui se fait souvent, et notamment en France, c'est des directeurs sportifs qui travaillent avec 3, 4, 5 agents sur lesquels ces directeurs sportifs demandent des postes où ils ont besoin. C'est pas votre cas, vous travaillez pas comme ça, pas du tout. C'est assez rare en France, en fait. Pourquoi? La question, elle est longue, très, très variée. Comment on arrive à rester tout droit Non, alors sur le dernier point, c'est très simple d'y répondre. C'est que ma méthodologie qu'on a évoquée tout à l'heure ne permet pas en fait de fonctionner ainsi. Le principe même de ma méthodologie, c'est justement de pouvoir faire tout un travail d'identification des joueurs sur les différents marchés, de faire émerger des shortlists, et puis
après, c'est nous qui contactons les joueurs les agents des joueurs ciblés, en fait. Donc, forcément, ma méthodologie règle le problème tout de suite. Après, sur tout le premier volet de la question, pour moi, c'est très simple d'y répondre parce que j'ai fait d'autres choses dans ma vie que le foot. Et j'ai aucun problème demain à retourner dans la vie normale, en fait. Si j'en ai envie, si j'en ai le besoin, si j'en ressens le besoin, j'ai aucun problème avec ça, en fait. Donc, quand vous dites vie normale, ça veut dire que ce que vous vivez n'est pas vraiment... Non, le foot n'est pas la vie normale. Le foot fait partie fait partie du rêve de beaucoup de personnes, rythme la vie de beaucoup de personnes, mais on est des privilégiés dans le foot. Et la majorité des personnes qui travaillent à l'intérieur de ce milieu en sont quand même conscients. Après, à un moment donné, il faut être aussi en capacité de pouvoir franchir le cap, de se dire, bon voilà, soit je ne sais faire que ça, au risque d'être perverti, ou soit, à un moment donné, j'accepte pas tout, et puis je pars, tout simplement. Et puis, s'il faut faire autre chose dans sa vie, je le ferai. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Moi, ma fierté, aujourd'hui, c'est de pouvoir me coucher sereinement le soir, et de pouvoir me regarder tranquillement dans une glace le matin. Et même si j'ai travaillé pour le club avec ce que je pensais faire, mes qualités, mes compétences, ça a marché, ça n'a pas marché, mais voilà, j'ai tout donné, j'ai pas quelque chose à me reprocher auprès du club. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez quand vous dites c'est contraire à ma méthodologie d'accepter des propositions d'agents quand ils me proposent un joueur. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que quand... C'est pas exactement ça. Alors, est-ce que vous ne répondez jamais aux SMS, par exemple, d'un agent qui doit Non, pas du tout. Si vous voulez, dans les 3 objectifs que j'ai évoqués au départ, j'ai parlé d'opportunités. Et les opportunités, souvent, elles proviennent des agents. Donc, je ne me ferme absolument pas aux propositions qui sont faites par les agents. Mais ce dont Benjamin évoquait, c'est le fait de travailler en réseau restreint avec 3-4 agents. Ça, je peux pas le faire. Ça, ma méthodologie ne me permet pas de le faire et je me sentirais pas à l'aise dans cette manière de fonctionner. Mais par contre, oui, étudier les propositions des agents, oui, je le fais, bien entendu. Ça fait partie du job également. Est-ce que Morgane, tu veux dire un petit mot? Ça ira, merci. Moi, ce que je voulais... Alors, on termine sur ce côté microcosme, un petit peu... microcosme ni-moi. Une fois, dans une interview, vous avez d'ailleurs évoqué le mot microcosme. J'étais très, très surpris, mais ça veut dire que de vous-même, vous l'avez évoqué. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. On a parlé en off d'un film qui s'appelle Le Stratège. Je vous en ai tous parlé un petit peu. C'est un film du début des années 2000 de Bennett Miller, dont l'acteur principal est Brad Pitt. Je conseille à tous ceux qui ont envie de se faire une soirée cinéma, de regarder ce film. Le pitch, le synopsis, vite fait, c'est Billy Beane, qui est le directeur général des Athletics d'Oakland, une franchise de baseball aux USA au début des années 2000. C'est une histoire vraie. C'est donc un directeur général qui doit construire une équipe avec un budget relativement réduit pour en faire l'une des meilleures équipes de MLB, parce que tous ses joueurs partent et il a autour de lui une équipe justement de dinosaures, moi j'ai envie de dire, de mecs du club qui sont là depuis des années, qui travaillent avec leur méthode, et que lui, du jour au lendemain, il change radicalement cette méthode de travail-là. J'ai regardé ce film, alors c'est pas le même sport, c'est pas les mêmes budgets, c'est évidemment tout à fait différent, mais ça m'a un petit peu rappelé vous, parce que il y a un budget qui est tout petit, il y a des joueurs qui vont partir, bon ça c'est le quotidien de tous les clubs, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un changement de méthode qui affecte un petit peu ce qui était ancré depuis des années, voire des décennies. Et à Nîmes, on peut parler quand même de microcosme. Alors moi, ma question c'est, justement, est-ce que vous avez senti ce microcosme-là? Comment vous évoluez avec? Est-ce que ça vous a un moment contraint? Est-ce que vous avez justement par exemple, aujourd'hui, en évoquant ce podcast, on a envie un petit peu de montrer comment est votre démarche. Après, on la juge, on la trouve bonne ou pas bonne, c'est pas le problème. Mais est-ce que voilà, dans ce film-là que vous m'avez dit connaître, est-ce que vous avez vu des similitudes justement? Alors, pas vraiment. Pas vraiment, au risque peut-être d'en surprendre certains. J'ai été très bien accueilli à Nîmes. J'ai été très bien accueilli. Je parlais plus sur la méthode de travail. Oui, mais même sur la méthode de travail, okay. Justement. J'ai senti beaucoup de curiosité positive
à l'égard de ma méthodologie. Ça plutôt de la part du staff? De la part du staff, de l'ensemble du club. Ouais, qui était demandeur de ça, justement. Clairement, très clairement. Je me souviens d'une première réunion où justement je leur ai présenté le modèle, le mode de fonctionnement, en tout cas pour ce qui est du recrutement, pour qu'ils en aient conscience. C'était une réunion super intéressante parce que très interactive. Ouais. Et j'ai senti vraiment beaucoup d'intérêt à cet égard. Et même dans l'environnement du club, je sens vraiment beaucoup d'intérêt là-dessus. Après, pour ce qui est du film Le Stratège, donc Moneyball, ça s'appelle. Ouais, je suis un peu canadien. C'est le nom anglais du film. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Alors, j'ai pas exactement la même méthodologie puisque j'ai une méthodologie qui est plus axée sur le scouting traditionnel. Alors, juste pour rappeler à ceux qui nous écoutent, je crois que c'est en 2002, donc il fait appel, ce Billy Beane, le directeur général, il fait appel à un économiste, je crois, un jeune économiste, je vous regarde, mais il y a comment qu'il peut savoir, un jeune économiste qui... un statisticien, voilà, qui utilise les données. La méthode TFC. La méthode TFC, la méthode Comolli. Entre autres, oui. Alors pour aller plus loin, aujourd'hui, je suis assez proche de Gauthier Ganet, qui était maintenant il est le président de Ostende en Belgique et le président de Nancy maintenant. Pas Brighton, c'était Bristol, non? C'est Barnsley. C'était Barnsley en Angleterre. En fait, le club de Barnsley, Ostende, Nancy font partie du giron d'un groupe sino-américain. Et Gauthier Ganet les représente. Alors, j'ai travaillé avec Gauthier Ganet à Lens également. On a travaillé ensemble. Il était responsable juridique. Et dans le pool d'actionnaires sino-américains de ces clubs, Billy Beane en fait partie. D'accord. Aujourd'hui. Et donc ils ont axé leur méthode de travail exclusivement là-dessus. Et moi, ayant une bonne relation avec Gauthier, on échange pas mal sur ce sujet-là. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est un des axes de développement au niveau du recrutement. Par contre, je tomberai jamais dans l'extrême. Il y a le terrain quand même pour vous. Voilà, moi je suis un adepte des équilibres et du juste milieu. Et je pense que voilà, le scouting traditionnel peut bien matcher avec les statistiques à condition de savoir ce qu'on veut en faire. Billy Beane qui avait je crois une franchise de MLS d'ailleurs au passage. Et Gauthier, c'est Gauthier comme le Gauthier, nom ouais, c'est son prénom Gauthier. Et qui j'ai vu récemment une interview sur lui qui parlait du recrutement de Maxime Darpino, qui avait analysé qualité de récupération, de temps de récupération à Orléans. Donc peut-être on l'a vu ensemble. Voilà, je sais pas si vous avez encore d'autres questions. Non, moi, juste une petite question pour rebondir sur le film. On peut voir justement que dans Le Stratège, le protagoniste principal a des petits rituels, des petites superstitions d'avant-match, comme ne pas aller au stade, par exemple. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez, que ce soit d'avant-match ou même dans votre travail en général, des petits rituels comme ça? Alors, c'est pas des rituels parce que je suis pas du tout dans ce registre-là. Je suis pas tout ce qui relève de la superstition, etc. Je suis pas du tout dans ce registre-là. Mais j'ai plus voilà des habitudes qui sont plus liées à mon côté un peu maniaque plutôt qu'à une certaine forme de spiritualité ou autre, quoi. Allez, on entame donc cette dernière partie et encore une fois on vous remercie parce qu'on est à près de 2h20 de podcast, on a explosé le record, je pense qu'on fera pas mieux. Merlin, on va parler avenir, vision au long terme pour le Nîmes Olympique et puis un petit peu aussi votre vision au long terme parce qu'on pense évidemment que vous êtes encore jeune, vous n'avez pas encore 40 ans, on se doute que d'être ici au Nîmes Olympique c'est, comme pour certains joueurs c'est aussi un tremplin je me doute, mais voilà, jusqu'à où peut-être un objectif personnel pour vous. Je laisse Merlin prendre la parole. Vas-y Merlin. Oui, moi j'aime bien demander un petit peu, faire le jeu de Madame Irma. Quand on a des invités, j'aime bien vous demander quelle est votre vision pour le Nîmes Olympique dans le sens où quelle est la place du Nîmes Olympique à l'avenir. C'est un club qui va jouer la 8e place tous les ans en Ligue 1, ce qui va jouer la 12e place, le maintien, ou qui est destiné à la Ligue 2. Déjà, dites pas la Ligue 2 parce qu'il y en a qui le regardent. Non. Mais déjà, je pense qu'avec, je dirais l'amélioration de l'effectif qu'on a pu effectuer sur les derniers mercatos, on avait l'ambition en début de saison
de vivre un maintien. Alors l'objectif était le maintien, mais on avait l'ambition de vivre un maintien un peu plus tranquille. Et je pense que c'est vers cet objectif-là qu'il faut tendre sur le court terme. Le court terme qui dure sur les années proches, quoi. Mais c'est 3 ans, c'est 5 ans? Oui, je pense que sur les 2-3 prochaines années, il faut tendre vers cet objectif, puisque c'est cet objectif qui va nous permettre de développer en coulisses le club, avec comme objectif de pouvoir livrer un département sportif fort et professionnalisé, en même temps que la livraison du stade d'ici 5 ans à peu près. Ça c'est vraiment une ambition personnelle, mais qui est partagée par l'ensemble des décideurs au club. Voilà. Après, sur le long terme, ce que je veux surtout, c'est qu'on puisse avancer chaque année sur le projet du club. Certains clubs nous ont montré quand même l'exemple ces dernières années, des clubs comme Angers, des clubs comme Reims qui sont bien structurés. Aujourd'hui, au niveau olympique, on a un déficit structurel qui est très important. Au niveau des infrastructures, on est très loin des standings des clubs professionnels. Donc on a vraiment beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Mais moi, pour continuer de travailler, pour continuer de développer, je vais pas attendre éternellement qu'on ait un nouveau stade ou un nouveau centre d'entraînement. Il faut quand même qu'on développe un certain nombre de choses d'ici là, quoi. Et vous s'en êtes soutenu ça par votre président, justement? Oui, alors ça fait partie de ses objectifs également, hein. Ce sont des objectifs partagés. Après, la difficulté aujourd'hui, c'est la période Covid qui a pour le coup mis un frein important à tous les axes de développement qu'on avait au sein du club. Est-ce qu'on peut donner cette dernière question? Je voulais conclure là-dessus, comme je le disais juste avant celle-ci. Vous avez 38 ans. En 2016, vous avez été démarché par Luis Campos pour arriver à l'Olympique de Marseille, il me semble. Juste après, vous êtes parti à Lille. Vous avez toujours une très bonne relation avec lui. Vous avez quand même dans le milieu une très bonne visibilité. Vous êtes plutôt remarqué, on va dire, quand on parle un petit peu avec tous les acteurs du football. Est-ce que demain, vous voyez vous inscrire au long terme à Nîmes avec ses moyens? Est-ce que vous êtes fixé un objectif personnel justement, tout à l'heure, on disait d'avoir une certaine éthique aussi, peut-être que c'est important pour vous, peut-être dans votre plan de carrière, de montrer une certaine rigueur pour les futurs présidents, peut-être dont vous recrutez. Quels objectifs vous êtes fixés quand vous êtes arrivé à Nîmes? Et est-ce que celui-ci est toujours le même aujourd'hui? Alors, je sais bien que vous n'avez pas donné de date, dire je vais partir à tel jour, parce que de toute façon, on ne peut pas savoir, c'est impossible. On évolue selon les désirata, mais est-ce que c'est un petit peu la question que j'avais posée à Rani Assaf? Est-ce que cette relation avec Nîmes, elle a réussi à se construire, à évoluer avec le temps, et qu'est-ce qui aujourd'hui vous anime intimement par rapport à ce club, au-delà de l'aspect purement professionnel en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment aujourd'hui vous transcende par rapport à ce club, et est-ce qu'il y a un objectif personnel, voilà, par rapport à ce club, et plus tard, quelle projection à titre personnel vous voyez? Alors la question est toujours très longue. Non, mais j'ai toujours été attiré un peu par les clubs où il y avait de la ferveur. Et moi, j'aimerais d'un côté avoir la satisfaction du travail bien fait en termes de développement. Et ça, forcément, ça prend du temps. Donc, très clairement, si je pars demain, j'aurais, je pense, avoir raté. Pas forcément raté, mais en tout cas, je pense ne pas avoir fait complètement le boulot. Et puis, j'ai envie de vivre des émotions. J'ai envie de vivre des émotions parce que on vit des émotions en tant que directeur sportif qu'on ne vit pas en tant que scout. On est plus tranquille en tant que scout. Et alors on s'est peut-être investi d'une mission en tant que
Oui, complètement. On vit les choses, vu qu'on vit les choses de l'intérieur et qu'on est complètement impliqué dedans, on vit les choses vraiment différemment. Et aujourd'hui, je pense ne pas avoir suffisamment vécu d'émotions au Nîmes Olympique. Et alors là, honnêtement, l'absence de public dans le stade, c'est quelque chose qui pèse énormément. Ça me pèse. Ça vous manque, ouais, ça me manque et ça manque aux joueurs, ça manque vraiment à tout le monde. Et à nous aussi. Alors au début, on se dit bon, allez, c'est un peu bizarre de voir le stade vide, mais au bout d'un moment, ça pèse énormément. Et moi, j'ai envie de vivre ces émotions quand je discute avec les anciens, que ce soit les joueurs ou les membres du staff ou des supporters ou autres. Ils me parlent de choses que j'ai envie de vivre en fait. Donc voilà, c'est un peu tout ça que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de mener pour avoir la satisfaction du travail bien fait au moment de partir, quoi. Donc la note est positive, le microcosme nîmois est finalement avec vous en fait. Ah bah en tout cas je le perçois comme ça. Ouais, je le perçois vraiment comme ça. Comme je vous dis, j'ai vraiment une bonne relation avec tout le monde. J'ai été très bien accueilli, intégré. Et moi honnêtement, je suis vraiment très heureux d'être là. Et je vais vous poser, du coup, j'en profite pour vous poser la question qui me brûle les lèvres. Vous nous disiez que vous écoutiez par moment les podcasts du 11 de Nîmes. Alors, ma question, c'est Nîmes, ville de foot, oui ou non? Alors, ça a fait partie du dernier débat, il me semble, du dernier podcast. Je me suis bien, ça fait plaisir. Voilà. Qu'avez-vous pensé? Alors, honnêtement, c'est une question qui est vraiment super difficile. C'est très difficile. Très difficile de savoir ce qu'est une ville de foot déjà à définir. Ouais, exactement. J'ai bien aimé cette intervention qui consistait à déjà définir ce qu'est une ville de foot. C'est très difficile à dire. C'est vraiment très difficile à dire. Maintenant, pour me balader dans pas mal de coins en France et en Europe, ouais, il se passe quand même quelque chose à Nîmes qui n'existe pas quand même ailleurs, quoi. Faut être réaliste là-dessus. Mais avec une culture du club qui est quand même très spéciale, quoi qu'on en dise. Alors pour le coup, j'ai pas suffisamment d'éléments moi à mon niveau pour pouvoir répondre à ça. C'est ville de foot, un club magnifique. Je pense qu'on est un club magnifique, une ville de foot, mais voilà, au contexte très particulier et très nîmois finalement. Voilà, quelque chose de toujours très nîmois et qui fait qu'on aime aussi, je crois, tous cette ville et ce club. Je crois qu'on va terminer là. On en est à pile 2h30 au New World Record, là, on peut le dire. Merci beaucoup, Reda Hamache, d'être venu. C'est vraiment un vrai investissement. Voilà, 2h30, vous n'avez pas compté vos heures. Et voilà, c'est une confiance dont on est très heureux d'avoir pu profiter. On espère évidemment pour nous tous et puis pour vous, pour les joueurs, pour le staff, pour ce club, pour cette ville, une issue favorable et vu les décisions prises et le groupe sain, je crois, qui existe à Nîmes, je pense qu'on peut quand même espérer une belle suite et on espère que le dénouement en mai sera bon et on l'espère peut-être avec des stades ouverts peut-être pour fêter, je l'espère et on le souhaite tous, le maintien du Nîmes Olympique. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. À très vite, à très bientôt dans le 11 de Nîmes, le podcast. Là, je vous avoue qu'on n'a pas préparé le prochain podcast parce qu'on était focus sur celui-là. Et Reda Hamache, vous êtes le bienvenu pour une prochaine émission de 2h30 si vous le voulez. Pas tout de suite. Mais voilà, on est très reconnaissants et encore une fois, merci beaucoup. Amis supporters nîmois et nîmoises, à la prochaine. Et comme toujours, allez les rouges. Allez Nîmes.